Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième live webinaire sur la vaccination Covid qu'organise l'assistance publique. Et merci encore à tous les intervenants et puis au succès puisque les deux premiers ont chacun été vus plus de 10 000 fois. Et je suis sûr que ça sera le cas pour celui-là puisque le programme est alléchant. À chaque fois, on s'adapte. Vous vous rappelez, le premier, c'était un moment où on parlait du vaccin quand il n'était pas encore autorisé, pas encore arrivé, et on se demandait comment allait se mettre en place la stratégie vaccinale à la paix. Le deuxième, c'était un moment où il y avait beaucoup de vaccins, mais pas encore beaucoup de vaccinés, et on se demandait comment on faisait face à toutes les fausses informations. Le troisième est dans un contexte un peu différent, où il y a déjà beaucoup de vaccinés, notamment à la paix, et merci à toute cette mobilisation qui a permis de vacciner 35 000 personnes en 20 jours, en précisant juste sur ces 35 000 personnes qu'on a d'emblée ouvert à nos collègues de ville pour qu'ils aient accès à la vaccination et bien évidemment aux patients à côté des professionnels de la paix remplissant les conditions pour être vaccinés et où on doit aujourd'hui faire face aux différentes difficultés de concilier le nombre de doses disponibles, les populations à vacciner, les priorités, et avec donc des questions d'ordre nouveau par rapport aux questions qu'on s'est posées les deux dernières fois. La parole, Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce nouveau webinaire, vous allez retrouver des intervenants habituels. Donc, c'est l'occasion pour nous de les remercier d'être présents à nouveau avec le professeur Jean-Daniel Lelièvre, le professeur Odile Launay, Renaud Catlan de la GEPS et Sandra Fournier du siège. Et nous avons invité cette fois-ci pour débattre en deuxième partie de webinaire avec nous donc Jean-François Alexandra, qui est praticien hospitalier en médecine interne à l'hôpital Bichat et responsable du comité éthique du GH Nord. Et Bénédicte Lombard, qui est infirmière, cadre supérieur de santé et qui est membre de la commission éthique à PHP Sorbonne Université. Et un troisième intervenantes qui seront un duo, un tandem fait par nos représentantes des usagers, à savoir Madame Brigitte Agostini et Madame Marie Citrini. Et je les remercie toutes et tous d'avoir accepté de participer. Sans plus attendre, on va passer la parole pour notre première séquence autour des actus scientifiques. Et on va commencer avec le topo de Jean-Daniel Lelièvre. Merci Jean-Daniel. Merci. Diapositive suivante, on va parler d'un sujet d'actualité qui est celui des mutations et des variants du virus. Pour repositionner le problème, on sait que le virus SARS-CoV-2 mute régulièrement, que toutefois ces mutations sont moins fréquentes que celles du virus de la grippe, et qu'il va y avoir un impact de ces mutations. Alors, ça va dépendre tout d'abord de leur localisation. Il y a un impact important potentiel de ces mutations dans la protéine spike, qui est la protéine qui permet au virus de se fixer sur son récepteur. Et ça va avoir des effets très clairs en termes de transmission. Et ces effets-là sont très bien documentés. On sait malheureusement que, par exemple, le variant anglais est beaucoup plus transmissible et responsable de la flambée épidémique actuellement visible au Royaume-Uni. Et puis, ça va dépendre de leur nombre et ça va avoir un impact en termes de réponse immunitaire. Alors, quelle est la différence entre mutants et variants? C'est que les variants, ils associent plusieurs mutations et plusieurs mutations dans la protéine qui est d'intérêt, qui est la protéine spike. Diapositive suivante. Alors, vous voyez ici représenté schématiquement le génome du virus SARS-CoV-2 avec les différentes parties, et en bleu, la partie qui nous intéresse le plus, qui est donc la fameuse protéine spike. Je vous ai mis ensuite les mutations dans cette protéine spike. Vous voyez qu'elle porte des noms, c'est la localisation des nucléotides et ensuite des peptides des acides aminés dans cette séquence génétique. Et vous voyez que les variants anglais, sud-africains ou brésiliens n'ont pas une seule mutation, mais une association de mutations qui est plus ou moins nombreuse. Et il y a des mutations qui sont communes à ces différents variants. Alors, j'ai encadré en noir, en fait, les
position qui pose problème en termes de réponse immunologique, parce que l'on sait que ce sont des endroits de la protéine spike où vont se fixer les fameux anticorps neutralisants qui sont susceptibles, qui vont participer au contrôle de la maladie et surtout la protection. Diapositive suivante. On sait pour l'instant, on a quelques données, mais on a assez peu de données sur la réponse immunitaire aux variants récents du SARS-CoV-2. Et la quasi-totalité des données qu'on a à l'heure actuelle va en fait regarder l'impact de sérum de patients qui ont été infectés, donc des gens qui étaient infectés par exemple au cours de la première vague et dont on a pu récupérer le sérum, ou des gens qui ont été vaccinés. Mais on a surtout regardé l'impact en termes de neutralisation sur des virus qui ont fait ça pour inclure les mutations importantes car c'est le site d'impact de ces anticorps. Donc, en fait, on a pris un virus, on a changé juste une position et puis on a regardé s'il y avait un impact. Et ce que l'on peut voir, c'est que pour la mutation qui pose problème pour les trois virus, qui est la mutation 501, qui est la seule qui est présente dans le variant du Royaume-Uni, là, il n'y a pas de diminution de l'efficacité. Donc, a priori, on est plutôt rassuré pour le variant anglais. Et ça, on l'a vu à la fois avec du sérum de patients infectés, mais également avec du sérum qu'on a récupéré, c'est les sujets qui ont été vaccinés. Pour la mutation 484, qui, elle, est présente à la fois dans le mutant brésilien et sud-africain, et là, il y a une petite perte de l'efficacité, et ça a été vu avec les sérums de patients infectés. Enfin, pour la mutation 417, qui est présent à la fois dans le mutant brésilien et le mutant sud-africain, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de données. Donc, au total, on peut dire qu'il y a des limitations, il y a des choses qui sont rassurantes très rassurantes pour le variant qui provient du Royaume-Uni. Mais par contre, on a des limitations parce qu'on a des données, pas contre les mutants, comme noté ici, excusez-moi, c'est une erreur, mais contre les mutants, mais pas contre les variants. Et donc, on ne peut pas complètement conclure, en tout cas à l'heure actuelle, sur l'efficacité de la réponse immunitaire contre les variants sud-africains et les variants brésiliens. Par contre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ou qui doit faire limiter l'ensemble de ces données, c'est que ces analyses ont été faites uniquement sur l'efficacité des anticorps et pas sur l'efficacité d'autres réponses immunitaires, comme la réponse lymphocytaire T, qui pourrait être conservée. Donc, pour faire une conclusion générale sur ces variants, c'est l'objet d'inquiétude. Il faut être très prudent et il va falloir les suivre très régulièrement. Pour l'instant, pas d'inquiétude majeure. Il y a des éléments de réassurance, mais quand même des éléments d'alerte qui doivent nous faire dire qu'il faut vraiment surveiller ces variants, y compris pour des problèmes de réponse immunitaire. Merci. Diapositive suivante. OK. Donc, je vous propose, merci beaucoup Jean-Daniel, je vous propose peut-être de répondre et je vous propose, on ne va pas suivre complètement l'ordre, on va prendre la toute dernière question pour enchaîner finalement logiquement avec ton topo. Et où en sommes-nous de la circulation du variant anglais et des variants dont tu as parlé dans notre région et à la PHP? Alors, globalement, en France, les variants sud-africains, je suis moins au courant, mais le variant anglais est à peu près 1 à 2% des souches qui ont été identifiées. Il faut savoir que le variant anglais est plus simple à identifier que le variant sud-africain, parce que le variant anglais donne des anomalies sur la réponse PCR, c'est-à-dire que les sujets sont détectés, qui sont infectés, sont détectés par PCR, mais il y a une réponse qui est dissociée sur le gène de la nucléocapside. Il y a toujours un signal, mais pas sur le gène de la protéine spike. Donc, c'est facile de détecter ces variants qui doivent être ensuite confirmés par séquençage. Et le variant sud-africain, on sait qu'il y a quelques cas, mais à ma connaissance, on ne sait pas l'importance de ce variant. Et on sait malheureusement que les deux sont présents en région parisienne. OK. Et peut-être qu'on va reprendre du coup la liste des questions. Alors, pour mémoire à tous et à toutes, ces questions en fait, sont issues de celles que vous avez fait remonter. C'est une synthèse de toutes les questions qui sont remontées et qui étaient les plus fréquentes.
Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'on a dorénavant des données sur la protection offerte par le vaccin sur la transmission du virus? Est-ce qu'il y a des nouvelles données sur ce sujet? Oui, alors ce qu'il faut comprendre sur la transmission du virus, on n'a pas de données directement sur la transmission, on a des données évidemment sur ce qu'on appelle le portage asymptomatique du virus dans les essais cliniques de phase 3. C'est quelque chose qui est très difficile à analyser. Le seul vaccin pour lequel ça a été analysé très clairement, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a probablement une efficacité, que celle-ci est moindre que l'effet sur les maladies, mais il est pas nul, mais on voit bien que cet effet est moins important. On ne peut pas le quantifier, mais il est moins important que l'effet sur la protection individuelle. Et c'est pour ça qu'on revient à la stratégie de sélection de populations à cibler par la vaccination. Ok, merci. La question d'après, peut-être qui sera pour Odile, sur la séquence pour alterner, sur Odile Launay, la séquence sur les vaccins qui vont arriver en France. Odile? Oui, alors ce qu'on sait, c'est que AstraZeneca a déposé des compléments d'information sur son vaccin à l'Agence européenne du médicament. Donc, c'est un vaccin qui est déjà utilisé au Royaume-Uni et dans d'autres pays et qu'on attend l'autorisation de l'Agence européenne pour la fin du mois de janvier. Et donc, ça devrait permettre d'avoir des nouveaux vaccins. Pour Janssen, les choses sont moins avancées puisque Janssen devrait communiquer sur ses premiers résultats d'efficacité très prochainement. On a eu en fin de semaine dernière des données publiées sur l'immunogénicité qui semblent tout à fait intéressantes, mais on peut penser que ces vaccins ne seront pas autorisés au mieux avant fin février, début mars. Et pour ce qui est de la production par Sanofi des vaccins de Pfizer, moi, j'ai aucune information sur ce sujet. Ok. Du coup, peut-être, est-ce que je fais le vaccin AstraZeneca, est-ce qu'il va être effectivement réservé aux personnes plus jeunes? On sait déjà, pas encore? Alors, moi, je n'ai pas d'informations. Ce qu'on sait, c'est que les données qui ont été publiées jusqu'à maintenant montrent que l'efficacité est probablement moindre que celle qu'on a eue avec les vaccins ARN messagers. En particulier, il y a très peu de sujets âgés dans leurs essais. Donc, je ne sais pas encore précisément quelle sera l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'elle va être en population adulte générale ou est-ce qu'elle va être restreinte? Et ensuite, on aura des recommandations potentiellement de la HAS, de la Commission technique des vaccinations, si elle considère qu'il faut réserver ce vaccin aux personnes plus jeunes. Ok. Si je puis compléter juste, Catherine, on a reçu effectivement le dossier d'AstraZeneca à la HAS. C'est un dossier qui est un petit peu plus complexe que les deux précédents. Et donc, on va donner notre réponse à peu près en même temps que l'AMM européenne. Donc, d'ici la fin du mois, on aura la réponse à toutes ces questions. Ok, merci beaucoup. Ensuite, peut-être une séquence de la troisième et la quatrième question qui était sur la fréquence. Qu'est-ce qu'on sait en France de la fréquence des réactions ou de l'existence de réactions allergiques graves depuis le début de la vaccination? Et une deuxième question qui s'y rapproche, c'est est-ce qu'il y a un sujet à propos de la mauvaise tolérance du vaccin pour les personnes qui seraient vaccinées alors qu'ils ont déjà eu la Covid? Et du coup, une question pratico-pratique. Finalement, j'ai déjà eu la Covid. Est-ce que je me fais vacciner ou pas? Peut-être les réactions allergiques, qui veut, Jean-Daniel ou Odile? Alors, je vais commencer. Pour les réactions, voilà, pour les réactions allergiques, j'avoue ne pas savoir, mais en tout cas, ça a été rapporté dans d'autres pays qui a fait de la vaccination. C'est estimé aux alentours d'une vaccination pour 100 000. Donc, vous voyez, on devrait voir apparaître ces réactions allergiques en France. Il faut savoir que sur la PHP, quand on va se faire vacciner, on pose des questions et il y a une hotline qui a été mise en place par le service d'allergologie de Thonon pour pouvoir répondre aux médecins sur la nécessité ou pas de faire des tests et d'avoir une consultation d'allergologie avant de se faire vacciner. Donc,
pas d'inquiétude, tout était sous contrôle et on repère les gens qui pourraient avoir une contre-indication pour les problèmes allergiques. Pour la question de est-ce qu'on a des données sur une mauvaise tolérance chez les gens qui ont déjà eu la Covid? À ma connaissance, non. Il faut savoir que dans les essais cliniques, les gens qui avaient déjà été infectés, certaines personnes qui avaient déjà été infectées ont été vaccinées. Alors, ce n'était pas des Covid cliniques, mais c'était des gens qui avaient des sérologies positives et on n'a pas eu d'effets particuliers avec ces sujets. L'ANSM nous a promis très rapidement, je crois d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, de faire remonter l'ensemble des événements indésirables qu'il y aurait pu avoir avec la vaccination. En tout cas, il n'y a pas eu de choses graves parce qu'on l'aurait su dès maintenant, mais éventuellement, c'est question de mauvaise tolérance, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Parfait, merci. Une toute dernière question avant de passer à la séquence d'après. La vitamine D. Faut-il que je prenne de la vitamine D pour me protéger contre la Covid? Alors, c'est un peu plus large que le vaccin. Et ai-je besoin de me faire vacciner si je suis supplémentée en vitamine D? Alors, moi, je veux bien répondre parce qu'en fait, on La avait… réponse est non. Odile, on t'écoute. Oui, en fait, on avait posé cette question à partir de sérums qui avaient été gardés d'un essai vaccinal et on n'a pas trouvé de meilleure réponse en fonction du dosage sérique de vitamine D. Donc, il n'y a aujourd'hui aucun élément pour dire que si on prend de la vitamine D, on va mieux répondre au vaccin. Par contre, ça pose aucun problème de prendre une ampoule de vitamine D au cours de l'hiver, en particulier pour les gens qui sortent de chez eux. Mais en tous les cas, ce n'est pas du tout un prérequis nécessaire avant de se faire vacciner. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a temporairement un petit souci de réseau qui fait vous ne devez plus voir le PowerPoint. Le son est toujours là. Et donc, je vous propose qu'on enchaîne quand même sur la séquence d'après, donc avec Sandra Fournier. Bonjour à toutes et tous, donc Sandra Fournier. Donc, vous verrez sur les diapositives qui seront mises en ligne l'illustration de l'évolution de la couverture vaccinale au sein de nos hôpitaux. Comme l'annonçait le directeur général, plus de 35 000 personnes ont pu être vaccinées depuis début janvier, notamment 15 000 professionnels de santé de l'AP-HP, 12 300 professionnels hors AP-HP et près de 8 000 patients qui sont donc suivis dans nos hôpitaux. Donc la courbe que vous verrez illustre à la fois le nombre cumulé de personnes vaccinées et puis le nombre quotidien de personnes qui ont été vaccinées en distinguant les patients, les professionnels de l'AP-HP et les professionnels de santé hors AP-HP. Vous verrez qu'il y a une montée en charge très rapide lors de la première semaine de janvier, avec une très forte mobilisation la semaine dernière, plus de 3 000 personnes vaccinées tous les jours, et nombre de vaccinations qui se tassent un peu cette semaine, comme on va le voir tout à l'heure, en raison des doses disponibles de vaccins. Un petit point sur la diapo suivante, là aussi je vais aller rapidement puisque vous ne la voyez pas, mais vous aurez les informations disponibles sur l'espace partagé. Notre objectif était de faire le point sur les modalités de prise de rendez-vous selon les différentes catégories de personnes qui sont cibles de la vaccination. Donc, pour rappel, les professionnels de l'AP-HP peuvent prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Il y a un numéro vert qui vous sera communiqué donc, sur le diaporama. Les patients, eux, sont suivis dans les services et donc chaque GH organise la vaccination de ces patients dans les centres de vaccination ou dans les services de SSR-SLD, par exemple, qui les prennent en charge. Et puis, pour les professionnels de santé hors AP-HP, il y a des centres de vaccination qui sont ouverts. Il y a notamment l'Hôtel-Dieu, mais d'autres centres aussi de l'AP-HP accueillent ces professionnels de santé. Et là aussi, les rendez-vous peuvent être pris par un numéro vert 0800. Et enfin, les personnes de plus de 75 ans sont prises en charge en ambulatoire dans les centres qui ont ouvert en ville. Il y a aussi certains hôpitaux de l'AP-HP, notamment
dans le GH de Seine-Saint-Denis, Avicenne, Jean-Verdier, René Muret, qui ont ouvert la vaccination aux personnes de ville du 93. Les autres patients de plus de 75 ans prennent rendez-vous via les modalités qui sont communiquées par l'ARS. Et je passe la parole à Renaud Cattelan qui va nous faire un point sur la répartition des doses de vaccins depuis quelques jours et dans les semaines qui viennent. Renaud ? Oui, bonjour à tous. Donc, quelques éléments sur le calcul des dotations à la fois au niveau national, régional, puis la répartition par établissement. Le point de départ, la disponibilité des doses au niveau national, en fait, se repose sur plusieurs critères. Le premier, c'est le nombre de doses qu'a acheté la Commission européenne auprès des laboratoires qui produisent les vaccins et leur répartition entre chaque pays membres de l'Union. Par rapport à ces achats qui ont été faits très en amont de la mise sur le marché de ces vaccins, la disponibilité des doses est bien sûr tributaire de l'attribution de l'AMM, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis enfin, des capacités de production chaque semaine offertes par les laboratoires pharmaceutiques. Et vous avez vu que dans l'actualité, Pfizer notamment a un petit peu réduit ses capacités de production temporairement pour ensuite les réaugmenter par la suite en modifiant ses processus de production. Une fois que ces doses sont disponibles au niveau national, il y a plusieurs étapes. C'est le ministère qui répartit les doses disponibles entre les régions en fonction de critères démographiques et puis du niveau d'épidémie. Typiquement pour le vaccin Moderna, depuis son autorisation de mise sur le marché, il a plutôt été réservé au Grand Est qui se trouve en situation épidémique avancée. Et puis, au niveau des régions, donc ce sont les ARS qui répartissent en fonction entre les établissements. D'abord, entre ceux qui sont équipés de congélateurs moins 70 degrés pour la partie conservation, et enfin, une répartition en fonction des sites qui sont rattachés à ces établissements dits congéloporteurs. Dans ce cadre, l'AGEPS et la PHP est établissement congéloporteur, donc nous avons la mission de desservir à la fois les hôpitaux de la PHP de façon assez naturelle, mais nous ont été rattachés également les établissements de santé ORAP du 75 et du 92, ça représente 74 sites, et les centres de vaccination dits ambulatoires du 75, du 92 et des 3 communes du 93, ce qui représente là encore 35 centres de vaccination à alimenter. La répartition entre ces différents points de livraison, elle est définie par l'AGEPS et l'AP en partenariat avec l'ARS. La priorité est donnée au centre de vaccination, c'est le point de départ, donc le centre de vaccination ambulatoire. Puis, on procède à une répartition en lien avec l'ARS entre l'AP et l'ORAP sur la base des prévisions des sites en fonction de leur programme de vaccination, donc tout part du programme de vaccination. Et dès lors de situation, quand il y a suffisamment de doses et ça correspond aux besoins exprimés par le programme de vaccination, les demandes sont honorées. Lorsque les demandes dépassent la clé de répartition et la dotation de doses, il y a une répartition, un abattement qui est négocié, qui est défini en partenariat entre la PHP et l'ARS. Donc ça, c'est pour la répartition AP-ORAP. Et au sein de l'AP, on travaille au quotidien avec les PUI. Donc les dotations sont attribuées par GHU. Au sein des GHU, les PUI se répartissent les doses en fonction, là encore, des programmes de vaccination de chacun des sites. Et l'AGEPS, donc le service approvisionnement et distribution, dessert et attribue ces doses en fonction de ce programme et des dotations par PUI. Lorsqu'il y a des difficultés, la force de la paix, c'est de pouvoir redistribuer les doses. Et donc, il y a un partenariat, un échange quotidien entre de PUI à PUI et entre le SAD et les PUI pour ajuster ces dotations lorsqu'il y a un problème de différentiel trop important.
Merci beaucoup, Renaud, pour ce point sur les distributions, puisqu'effectivement, ça suscite beaucoup de questions. Et le point important, encore une fois, c'est que la GEP, par rapport à ce qui lui arrive, a finalement une quantité de doses qui sont disponibles pour la PHP qui est vraiment, qui n'est pas du tout la totalité. Il faut savoir que là, actuellement, par exemple, pour les centres, pour donner un ordre d'idée, les centres ambulatoires là, qui ont ouvert à partir de lundi, la quantité de doses dont ils doivent être approvisionnés de façon hebdomadaire est de l'ordre de 16 500 doses qu'il faut leur attribuer et qui sont pris sur des stocks que l'on a qui sont de l'ordre de 23, 25, ça dépend, ça varie. Donc, ça explique pourquoi on est sur des niveaux de tension aussi qui sont importants et avec des stocks de base. À chaque fois où on flirte le zéro sur certaines fins de journée et la veille des livraisons qui sont des livraisons qui sont hebdomadaires et qui arrivent en général le mardi, sauf quand elles arrivent le mercredi, et qui arrivent en général le matin, sauf quand elles arrivent à 20h. Et donc, voilà, ça participe effectivement parfois à des choses qui sont attendues pour le matin 8h et qui finalement sont plus compliquées à livrer. Les questions qui se posent sont si on manque de doses par rapport au nombre de personnes à vacciner pour un prochain jour, comment se passe la déprogrammation? Alors, en fait, il s'agira effectivement d'un report, puisque l'idée, c'est les personnes qui avaient des rendez-vous d'être en mesure, premièrement, de leur expliquer que voilà, on n'a pas les doses nécessaires au tenté, mais qu'on les reporte. On les reporte en général, on peut les reporter de plusieurs semaines. Et vous avez vu que autant là, on est clairement dans une phase qui est tendue, autant ces personnes qui, donc, par définition, si elles avaient un rendez-vous, sont dans les catégories prioritaires ou très prioritaires, auront accès aux doses et qu'on espère bien qu'à partir de mi-février, on rentre dans des situations beaucoup plus favorables et qu'on puisse reprendre des rythmes qui soient satisfaisants. Autre question, je suis un professionnel de santé hors APHP, est-ce que je peux toujours prendre rendez-vous dans un centre malgré les contraintes d'approvisionnement en doses? La réponse est oui. Les systèmes de prise de rendez-vous et notamment le call center qui a été mis en place en milieu de semaine dernière est toujours actif. Il a été attribué dans les missions de l'APHP de pouvoir répondre à la demande des professionnels de santé hors APHP, à la demande de vaccination. Donc, on continue à assurer cette mission. Néanmoins, cette mission souffre des mêmes aléas que toutes nos autres missions, à savoir une réduction de la dose, des doses disponibles. Et donc, on adapte le volume d'offres de rendez-vous disponibles au nombre de doses disponibles. Néanmoins, là aussi, éventuellement avec report, les professionnels de santé hors APHP pourront se faire vacciner dans les centres comme il est prévu. Et les dernière question, les secondes doses prévues suite aux premières vaccinations sont-elles sanctuarisées dans le calcul? Les secondes doses de la semaine prochaine sont à part et sont sanctuarisées à part. Elles ne sont pas dans les calculs et les clés de répartition dont vous a parlé Renaud Cattelan à l'instant qui concerne les primo-vaccinations. À ce stade, je vous propose peut-être qu'on enchaîne sur nos autres points et puis on reviendra peut-être sur les questions au fur et à mesure qu'elles arriveront sur la fin si on a un peu de temps. Donc, on va passer sur notre troisième séquence. Donc, troisième séquence qui va commencer avec l'introduction de Jean-Daniel Lelève sur comment l'HAS a travaillé pour définir ses recommandations, puis ensuite le topo de Jean-François Alexandra. Jean-Daniel. Oui, merci Catherine. Voilà, juste pour rappeler que les populations concernées par la vaccination au 21 janvier se sont élargies à partir depuis lundi, depuis le 18, et la vaccination qui concernait les professionnels de plus de 50 ans et les gens hospitalisés en structures gériatriques comme les EHPAD, c'est ouvert à toutes les personnes de plus de 75 ans
et aux personnels professionnels de santé qui ont plus de 50 ans et ceux qui ont moins de 50 ans et qui présentent des facteurs de risque qui sont listés ici, hein, les facteurs de risque de survenue éventuellement de Covid sévère. On nous demande souvent quels sont ces facteurs de risque. On ne va peut-être pas tous les lister, mais je vais expliquer un petit peu comment ils ont été définis. Ils sont très précis et vous le voyez, par exemple, il y a l'obésité avec un IMC à plus de 30, des problèmes respiratoires, etc. Également ont été inclus les patients qui présentent des pathologies à haut risque, et notamment les patients qui souffrent de cancer et de maladies hématologiques malignes, les patients atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés qui ont payé malheureusement un lourd tribut lors de la première vague de la Covid-19, les transplantés, ceux qui ont des polypathologies chroniques, certaines maladies très rares comme des déficits en interférons, et enfin les gens atteints de trisomie 21 qui, elles aussi, payent un lourd tribut quand ils sont infectés par cette pathologie. Diapositive suivante. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur les recommandations de l'HAS qui n'ont pas toujours été claires. Donc, simplement pour vous redéfinir un petit peu d'abord ce qu'est l'HAS et surtout la commission technique des vaccinations où ces recommandations ont été faites. Il faut savoir que c'est une instance où il y a des décisions qui sont collégiales avec de nombreux représentants, de nombreux experts au sein de cette commission, évidemment mais également des médecins généralistes, certains médecins qui sont spécialistes mais qui travaillent en ville. Tout le monde, tous ne sont pas des hospitaliers, des médecins du travail, une sage-femme, une infirmier, des médecins de santé publique et évidemment des représentants d'associations de patients qui ont une voix importante et qu'on écoute toujours de manière très importante dans les décisions que l'on va prendre. Elle intègre aussi des représentants de différents organismes tels l'ANSM, Santé publique, le ministère. Vous les voyez tous listés ici, mais ces membres ont uniquement une voix consultative et n'ont pas un droit de vote sur les décisions qui sont prises au final. Mais évidemment, on interroge ces différents représentants sur des questions de disponibilité, par exemple, ou de mise en place pratique de la vaccination. Alors, comment on a fait cette priorisation et pourquoi on a défini que certaines personnes allaient être prioritaires en termes de vaccination? C'était une demande du ministère, qui est ce qu'on appelle une saisine du ministère, qui est arrivée au mois de mai, qui nous a dit les vaccins vont être disponibles en fin d'année. Malheureusement, on n'aura pas, et on le sait, des vaccins pour couvrir l'ensemble des besoins vaccinaux en France, c'est-à-dire de vacciner tous les gens qui souhaiteraient l'être et vacciner l'ensemble de la population. Les doses de vaccins vont arriver petit à petit. Il faut donc définir des priorités pour savoir comment attribuer ces doses vaccinales. Et l'objectif assigné était celui d'avoir un impact direct en termes de santé publique, réduire les formes graves chez les patients qui étaient susceptibles d'avoir des formes graves et alléger rapidement la pression sur les hôpitaux. Alors pour cela, il y a eu un petit groupe qui a été mis en place qui comportait un infectiologue, une gériatre, un épidémiologiste, un médecin du travail et avec quelqu'un de l'HAS, une représentante de l'HAS qui a fait un travail absolument remarquable. Et ils ont eu des réunions de travail pour faire une revue extensive de la littérature, parce que ça paraît assez simple comme ça de dire que les gens qui ont un diabète, et on le sait, sont plus à risque de formes graves, mais est-ce que c'est plus dangereux d'avoir un diabète? Est-ce que c'est plus problématique que d'avoir de l'hypertension, que d'être en surpoids, que d'être âgé, etc. Donc, il fallait un petit peu lister le poids de tous ces facteurs de risque. Et pour ça, on a fait une revue extensive de la littérature avec évidemment tout ce qui est publié, puis la littérature grise, c'est-à-dire des avis d'experts, des données qui proviennent d'autres pays. C'est toutes ces données ensuite revues de manière collégiale avec un petit groupe qui est la Task Force vaccinale SARS-CoV-2 au sein de l'HAS, et on a eu des réunions hebdomadaires de plusieurs heures depuis mars 2020 pour réfléchir à toutes les données qu'on obtenait. Et avec les données qu'on a obtenues, on a fait ce qu'on appelle de la modélisation avec
avec les gens de l'Institut Pasteur, notamment l'équipe de Simon Cochemez. Et l'idée, c'est, voilà, on a tel facteur de risque, on va avoir des vaccins qui vont avoir telle efficacité, quels sont les gens qui doivent être prioritaires pour la vaccination, si on va avoir ce fameux impact à la fois en termes individuels, mais également en termes de santé publique. Donc, tout ça a conduit à définir des stratégies qui ensuite rediscutées au sein de la task force avec les équipes de la modélisation de l'Institut Pasteur et les gens, évidemment, de Santé publique France, qui connaissent bien l'évolution de l'épidémie et qui connaissent toutes les données. Ça aboutit à des recommandations qui ont été revues collégialement par l'ensemble des membres de la commission technique des vaccinations et votées au final, puis votées par le collège de l'HAS. Il faut savoir que également, il y a eu une interaction forte avec les commissions de vaccination des autres pays, parce qu'on voulait s'assurer qu'on partait sur des recommandations, mais qu'elles ressemblaient à celles des autres pays, enfin qu'on ne partait pas sur des choses un petit peu étonnantes, et on s'est aperçu qu'au final, évidemment, il y a des petites différences entre chaque pays, mais c'était homogène et ça reflétait également les préoccupations des autres pays. Voilà, je laisse la parole à Jean-François. Merci beaucoup. Donc, la prochaine intervention, Jean-François Alexandre. Merci de votre invitation. Merci Jean-Daniel de parler des enjeux éthiques. Mais ce qui est fait là, c'est une condition sine qua non de l'exercice de l'éthique, une production collégiale, scientifique, basée sur les données les plus solides de la science, permettent quand même derrière de s'affranchir de rediscussions itératives dans le colloque singulier au plus près du terrain. Donc, je pense qu'il est essentiel effectivement de garder à l'esprit que ce qui a été fait là, c'est un présupposé éthique fort. Ce que je vais essayer de dégager en quelques minutes là, c'est les éléments éthiques qui ont été mis en œuvre derrière dans l'application, dans les décisions de répartition. Depuis maintenant une année à peu près que la Covid nous frappe, on a été exposé à des logiques éthiques auxquelles on n'était pas forcément habitué avant, à part les réanimateurs, avec notamment un papier qui avait fait date dans le New England en mars dernier d'Emmanuel et Persad, qui, au moment où on discutait de l'allocation d'une ressource rare, qui était à l'époque un respirateur, amenait à poser des questions pour les personnes malades, de savoir à qui il faudrait donner ce respirateur dans des circonstances gravissimes de pénurie. Et les quelques préceptes qu'ils avaient édités à ce moment-là étaient finalement de maximiser le bénéfice. Bon, alors on pourrait imaginer autour de ça de dire que ne serait éligible à un respirateur qu'une personne susceptible de sortir vivante de la réanimation, de prioriser les gens utiles dans ces périodes de crise. On pourrait imaginer que ce soit les médecins, mais finalement l'utilité à la société est comme une exception assez vaste, et une attribution aléatoire en cas d'égalité vis-à-vis des critères précédents. Mais on parle là de personnes malades et de critères qui, quand on les passe au crible d'une culture française, sont beaucoup moins séduisants que ce qu'ils apparaissent. Un deuxième enjeu, une deuxième lecture éthique au travers des présupposés de l'HAS que tu as exposé, Jean-Daniel, pourrait être finalement une éthique très banalement aristotélicienne de justice distributive, où on alloue un bien à la personne qui est la plus susceptible d'en bénéficier. Et là, on se remettrait finalement dans quelque chose d'une cible des plus fragiles qui ont été très bien notées. On peut discuter derrière, dans cette population de très fragiles, de savoir qui on prioriserait encore, CF supra. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans la stratégie qui a été mise en place là, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est important de le noter, surtout dans cette période où tout le monde est très anxieux et il y a une appétence forte à la fois pour une sortie de crise et pour certaines personnes de recevoir le vaccin. C'est qu'en fait, ce qui a été décidé, c'est de faire un peu les deux. Et je trouve ça assez original et courageux, puisqu'on a dit, certes, on va vacciner les plus fragiles, mais on réintroduit quand même une petite dimension d'utilitarisme, puisque les soignants de plus de 50 ans, le fait d'être soignant est un facteur de risque d'exposition, mais pas tant que ça d'avoir une maladie plus grave. Donc on a quand même, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, choisi de prioriser et de protéger la portion nous paraissant la plus fragile du système soignant, pris dans une exception extrêmement large. Et donc, du coup, l'idée d'avoir ces choix, soit de priorisation extrêmement dure à l'américaine, un peu théorique, soit de justice
basiquement distributif, faisant fi de services rendus ou d'exposition du quotidien des soignants, à mon avis, ne tient pas. Et donc, après, on peut discuter des clés de répartition une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces valeurs. Est-ce qu'on a ciblé la bonne pyramide des âges, les bons facteurs de risque? Mais ce qui est quand même, à la lecture de tout ça, qui rend la chose, à mon sens, admissible, même si on peut en discuter, ce sera l'objectif après, un soignant de moins de 50 ans qui n'a aucun facteur de risque, aucune maladie chronique, a probablement, à titre individuel, un risque relativement faible de développer une forme grave de Covid. D'autant qu'il existe quand même des barrières physiques, des masques, etc., qui permettent, et on l'a vu dans l'épidémiologie des soignants de les unités Covid, d'avoir assez peu de chances de se contaminer. On peut dire aussi, et on le sait tristement tous les ans contre la grippe, que l'acceptation individuelle du vaccin est extrêmement aléatoire et incertaine, et qu'au final, et on reviendra à la fin sur la charte éthique qui a été édictée par le siège, on sait très bien qu'il y a beaucoup de doses, il y a des doses qui sont finalement non utilisées tous les jours, des patients qui ne viennent, des candidats à la vaccination qui ne viennent pas, des doses qui seraient perdues faute de réutilisation, qui sont utilisées pour, en fonction des hôpitaux, pour vacciner des gens qui ne rentreraient pas dans ces critères, mais qui vont avoir une dose de vaccination qui paraît préférable à l'idée de la perdre. Donc je ne crois pas qu'on puisse effectivement complètement valider l'idée que les soignants sont en première ligne sans armes, si on file cette métaphore guerrière. Et donc, ce qu'on peut quand même espérer au travers de cette stratégie, même si on peut discuter des éléments de sa mise en œuvre, il y a quand même un gain collectif, y compris pour les soignants de manière assez indirecte, en se disant que si la population ciblée est la bonne et que la vaccination réussit, par ricochet, il y aura quand même moins de patients dans les hôpitaux, moins d'expositions individuelles au Covid, et donc finalement, des conditions de travail et de sortie de crise qui sont quand même largement acceptables et souhaitées par tout le monde. Et puis quelque chose d'encore plus direct, qui est finalement, qu'est-ce qui nous pose problème à beaucoup d'entre nous d'attraper la Covid? Ça va être de la redonner à nos proches qui sont fragiles et limiter les interactions sociales. Si on pousse cette logique, il ne peut pas apparaître cohérent de vacciner les proches fragiles des soignants, leurs parents, leurs grands-parents, pour restaurer un semblant d'interaction sociale, toutes choses égales par ailleurs, étant entendu que les dimensions de contamination ne sont pas annulées par la vaccination, mais que la protection des proches a l'air quand même assez solide. Et finalement, tout ce que l'on craint, beaucoup de choses que l'on craint dans cette épidémie de Covid, peuvent être largement allégées au travers d'une vaccination des gens fragiles. Aujourd'hui, il reste quand même des enjeux, évidemment, là-dedans. On parle là, malgré tout, de raréfaction des doses de vaccins. Et donc, dans la population fragile identifiée, comment est-ce qu'on le répartit? Faut-il le répartir au sein des hôpitaux, à la discrétion des services qui vont forcément vacciner leurs patients, leur file active, au détriment d'une autre? Il va falloir se coordonner très fort pour savoir qui on vaccine là-dedans et ne pas prioriser de manière aveugle. Il va falloir aussi, paradoxalement, ensuite, quand les doses de vaccins seront disponibles de manière beaucoup plus large, faire accepter la vaccination qu'aujourd'hui tout le monde réclame, mais finalement, on n'est pas certain que tout le monde s'y prêtera. Et puis donc, rediscuter évidemment, une fois si on est d'accord sur ces normes éthiques, rediscuter en fonction des tensions sur les approvisionnements, de leurs applications, de leur mise en œuvre. Et là, je crois que c'est nos amis usagers qui ont une voix très forte là-dedans aussi pour savoir si ces décisions qu'on prend sont authentiquement acceptables pour la population générale. Je laisse la place au débat. Merci beaucoup Jean-François. Et du coup, naturellement, je vais donner la parole donc à Brigitte Agostini au titre de représentante des usagers. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Ok, ben merci de me donner la parole. La première chose que je souhaite dire, c'est que les représentants des usagers, nous avons eu vraiment accès à l'information de la manière la plus transparente qui soit avec la PHP, puisque nous sommes intégrés dans les réunions avec les référents vaccination et dans le COPIL vaccination. Donc, nous sommes tout à fait au courant de de la pénurie que nous subissons actuellement. Nous avons été sollicités également, mais il n'en a pas encore été question sur la charte de la vaccination. Alors peut-être que la discussion portera là-dessus un peu plus tard. Ce que je veux dire, c'est que les informations que nous avons nous permettent vraiment de comprendre les difficultés auxquelles la PHP est confrontée en ce moment.
et que nous ne pouvons absolument pas mettre en question les décisions qui sont prises en termes de priorisation, par exemple. Alors, le seul levier que nous pouvons avoir pour essayer de faire changer les choses, c'est non pas dans nos relations entre représentants des usagers et AP-HP, mais c'est en tant que membres des associations de patients que nous représentons pour essayer de faire bouger les choses au niveau où les responsabilités s'exercent. Mais là, c'est un autre débat. Merci beaucoup. Je vais donner donc la parole maintenant à Bénédicte Lombard. Bénédicte ? Oui, bonjour, merci. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, à la fois sur la notion de la transparence. Et effectivement, la question de la transparence est un point éthique majeur. On est dans une situation, il faut quand même peut-être le redire, une situation qui est temporaire. L'éthique, elle se vit toujours de manière contemporaine. Donc, la restriction des ressources, elle est actuelle, mais elle ne sera peut-être pas permanente. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, on navigue au fil de l'eau dans une situation de ressources contraintes avec justement, et c'est ce que on vient de nous expliquer, avec quand même des critères et des points de repère scientifiques et médicaux qui facilitent beaucoup le travail. Et je pense que ça, il faut pouvoir lever tous les fantasmes autour de décisions qui seraient prises un petit peu de façon empirique. Et donc l'éthique, et en l'occurrence l'éthique, c'est quoi? C'est des mises en tension entre deux choix équivalents. Donc là, effectivement, on a une quantité de vaccins qui est pour l'instant un peu restreinte, et il s'agit de réfléchir comment on va flécher au mieux la distribution de cette ressource actuellement rare. Cette distribution, elle se fait donc sur des critères scientifiques, elle se fait en toute transparence, c'est ce qu'on vient de redire, et elle se fait aussi sur des orientations philosophiques et éthiques un peu plus globales, à la fois sur la question de l'utilité, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on vaccine les professionnels de santé, et sur un grand souci de la protection du fragile. Et d'ailleurs, on repère qu'il y a un lien entre la notion d'utilité et la notion de fragilité, puisqu'on est censé vacciner des professionnels de santé qui sont les plus fragiles. Donc, on a quand même un fil conducteur dans les choix qui sont quand même, qui tournent autour de la question de la fragilité. Et je crois qu'il faut quand même ressouligner qu'on est quand même tous guidés par cette sollicitude à l'égard dans les choix. Si je garde l'idée de la sollicitude, je pense que ça, c'est un point d'appui très fort pour tous les professionnels de santé. Si on fait le lien avec la notion de sollicitude, on pourrait faire le lien aussi avec la notion de citoyenneté. C'est-à-dire que notre souci de sollicitude doit rejoindre notre volonté de citoyen. Et quand on est un professionnel de santé, on doit aussi faire exercer sa propre éthique. Au sens où, évidemment, il y a une éthique qui se joue collectivement dans les choix qu'on vient d'examiner pendant les présentations précédentes, mais cette éthique collective, elle ne nous dédouane pas d'une éthique individuelle. Et c'est-à-dire que chacun d'entre nous, en tant que professionnel, on a aussi le devoir d'examiner notre propre chemin vis-à-vis de la vaccination. Se faire vacciner alors même qu'on ne présente aucun critère de gravité ou de comorbidité, c'est un problème éthique. Prendre la place de quelqu'un qui aurait des critères de fragilité supérieure, eh bien, ça pose un problème de citoyenneté. Et donc, j'aimerais remettre en perspective l'éthique collective dans laquelle on s'inscrit, mais une éthique aussi individuelle dans laquelle chacun d'entre nous doit réinterroger. En tant que professionnel, on a la chance de pouvoir être vacciné.
Et cette chance, elle nous ouvre des portes du libre arbitre. C'est parce qu'on a la possibilité d'être vacciné qu'on a la possibilité de refuser le vaccin. Mais je crois qu'on ne peut pas se poser la question du refus du vaccin de la même manière quand on a accès au vaccin et quand on n'y a pas accès. C'est-à-dire que le fait d'avoir accès au vaccin doit vraiment nous oblige d'un point de vue éthique à bien reprendre point par point les éléments qui pourraient faire qu'on refuse le vaccin. Et ça, je trouve que nous, les professionnels de santé, on ne peut pas se contenter d'une analyse brève ou d'opinions communes autour de la vaccination. On a le devoir de se renseigner pleinement sur la vaccination et sur justement les critères scientifiques sur lesquels tout ça se fonde. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-François ou Brigitte voulaient rebondir sur ce qui vient d'être dit? Brigitte, oui. Non, bien sûr, tout ce qui vient d'être dit en matière d'éthique, je ne peux qu'y souscrire. Je voudrais par contre poser une question. À partir du moment où on est confronté à cette pénurie de vaccins, et même s'il a été dit tout à l'heure que c'était peut-être une situation provisoire, l'exercice qui consiste à convaincre la population, même si on nous dit qu'en ce moment cette courbe-là monte un peu, mais cet exercice devient quand même assez compliqué. Là, on est vraiment dans un numéro d'équilibriste. Hein, là. On veut accélérer d'un côté et puis de l'autre, on sait qu'on a des freins qui marchent. Donc là, moi, j'avoue qu'en tant que patient, je trouve ça aussi compliqué au niveau justement de nos associations, quoi. Qu'est-ce qu'on répond face à ce qui est quand même un problème? J'ai aucune réponse toute faite, mais pour essayer pour parler régulièrement de vaccination avec mes patients, les personnels soignants de mon hôpital, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de barrières psychologiques, notamment la nouveauté des vaccins à ARN, en tout cas l'apparente nouveauté qui a beaucoup stressé les gens. Et donc, en amont de la disponibilité des vaccins, je pense que le travail pédagogique d'expliquer ce que va être ce vaccin, les risques éventuellement encourus, souvent surestimés, et les bénéfices attendus, me semble être quelque chose qui permettra de gagner du temps lorsque ces vaccins seront authentiquement disponibles. Je vois dans mon hôpital que beaucoup de mes soignants n'ont pas envie d'être vaccinés aujourd'hui, attendent de voir, attendent d'être convaincus. Et finalement, les quelques heures que l'on passe à leur réexpliquer les choses, probablement commencent à entamer un petit peu les refus un peu épidermiques de départ. Je pense quand même que c'est utile, mais c'est vrai que du coup, ceux qui seraient immédiatement enthousiasmés par la vaccination sont un peu frustrés. Moi, je compléterais avec cette notion finalement de préparation, effectivement, et on voit que sur certaines populations, on a besoin d'un peu de temps, et finalement, ce temps qui est d'un côté obligé parce qu'on n'a pas les vaccins tout de suite maintenant ou autant qu'on aimerait, c'est un temps aussi qu'on peut mettre au bénéfice d'une préparation et de se donner le temps d'aller à la rencontre des gens. On a encore dans nos professionnels de plus de 50 ans, on sait encore du travail pour s'assurer que les gens ont bien l'information. Ce n'est pas du travail de prosélytisme, hein, c'est bien de s'assurer que les gens, lorsqu'ils ont fait un choix, c'est bien un choix. On s'aperçoit que beaucoup sont indécis. En fait, c'est des non-choix. Et donc, ça nous laisse du temps pour continuer à préparer dans ce sens-là. On va passer sur la diapositive suivante. Vous avez entendu parler à l'instant de la charte de la vaccination contre la Covid. Donc, on ne va pas la détailler de façon ligne à ligne là immédiatement. C'est une charte qui va être diffusée largement par les différents moyens de diffusion. Et son objectif, comme c'est indiqué en en-tête, est clairement de soutenir les équipes dans la mise en œuvre de la stratégie vaccinale nationale. Son deuxième objectif est de s'assurer et de permettre qu'au sein de notre institution, l'accès aux vaccins
puisse être établi de façon homogène et équitable entre les différents sites, les différents hôpitaux, les différentes catégories de personnes qui sont dans les niveaux de priorisation actuels, et en fait avec des principes qui s'appliquent avec les niveaux de priorisation actuels et qui continueront à s'appliquer, cette charte reprend ces principes d'accès équitable et homogène dans le cadre du respect des priorités vaccinales qui, je vous rappelle, sont déterminées par la campagne nationale, et avec cette particularité de ce vaccin qui est en fait quelque chose qui est national, qui n'est pas probablement, contrairement peut-être à d'autres médicaments, quelque chose qui est souvent jugé comme très local. On a une ressource qui est nationale et on est garant de son bon usage. Donc, c'est ces points-là qui sont détaillés sans aspect, sans reprendre toutes les stratifications qui ont pu être proposées par les autorités sanitaires, et vraiment les grands principes. Et on espère que ce document permettra aussi à tous de s'y retrouver, encore une fois, dans l'homogénéité des répartitions, dans l'équité de la répartition et dans les façons de traiter les sujets, puisqu'on sait qu'il y a cette pénurie se traduit par des sujets quotidiens de priorisation, en rappelant que les points importants des débats sont sur le rôle fondamental de la collégialité, des discussions et des décisions qui ne peuvent pas être prises par une personne. Et deuxième, pouvoir être capable effectivement de tracer ces situations et du choix qui a été fait, choix collégial, effectué en transparence, et ce qui sont les principes qui guident une démarche éthique dans ce contexte-là. Voilà les grandes lignes. Je pense qu'il y a des questions. Peut-être, je crois que notre directeur général en a une qui souhaite poser. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ces exposés très intéressants sur les priorités, les conflits éthiques. Admettons qu'on soit capable à l'AP au plus haut d'ouvrir 1000 lits de réanimation, que dans la région Île-de-France, il y ait 500 000 personnes potentiellement fragiles et qu'on ait 50 000 doses disponibles. Et donc, on s'aperçoive qu'on peut, en les consacrant aux personnes fragiles, peut-être faire baisser de 5%. Et donc, au lieu d'avoir besoin de 1000 lits, d'en avoir besoin de 950. Que si on utilise ces 50 000 pour l'ensemble des personnels, quelles que soient les limites d'âge, on évite des arrêts éviction pour maladie et qu'on évite des arrêts d'éviction qui conduiraient à fermer 100 lits. Donc, on se retrouverait dans une situation, comment on traite ça? Avec difficulté, avec une horrible difficulté éthique, évidemment, je pense. Alors, je suis même persuadé. Je pense qu'on fait le choix de ne pas le traiter, puisqu'on a décidé de prioriser les deux en même temps. Et que l'horrible, ce serait d'avoir à faire ce choix. En fait, ce choix, il a été décidé de ne pas le faire, puisqu'on a estimé prioriser la population soignante qui serait la plus à même de développer une forme grave et d'être en arrêt. Et ce n'est pas ménager la chèvre et le chou que de faire ça, effectivement, c'est répondre à cet enjeu de garder la disponibilité des lits, tout en protégeant au maximum la population, sachant que c'est une équation insoluble, mais que faire les deux est à l'origine, à mon sens, du choix qui a été fait par le siège, par la chaise. Merci. Je posais cette question parce que je pense que c'est une question qui se pose beaucoup dans nos frustrations qu'on entend de beaucoup de professionnels de santé demandant pourquoi on ne vaccine pas tout de suite les professionnels de santé de moins de 50 ans. Pour les raisons qu'on a dites avant, de faibles risques de développer une forme grave, de faibles risques en réalité tout court d'attraper, même si beaucoup de gens ont attrapé le Covid pendant la première vague. En fait, dans les unités Covid, l'infection est quand même assez rare et les mesures barrières fonctionnent. Espérons qu'elles fonctionneront aussi bien, et ça, il faudrait évidemment qu'on ait l'information le plus rapidement possible du type de masque à porter ou de protection. Si ce variant britannique devient dominant, faudra-t-il mettre des FFP2, des choses comme ça? Je ne sais absolument pas ce qu'il faudra faire comme mesure d'hygiène, de protection des soignants, mais ça fait. Mais néanmoins, on sait que les mesures de protection et de barrières sont quand même très efficaces pour protéger les soignants.
Si, Oui. c'est Jean-Daniel. Est-ce que je... Et Jean-Daniel et Odile, vas-y, Jean-Daniel, et puis après Odile, je crois qu'il veut intervenir. Oui, c'est une question très importante qui a été soulevée par le directeur, évidemment, qui pose beaucoup d'interrogations. Il ne faut pas oublier, malheureusement, qu'il y a d'autres populations, il y a d'autres professionnels qui ont été ciblés également comme potentiellement prioritaires dans les phases assez précoces des stratégies de l'HS, mais d'autres organismes par le monde. Par exemple, on peut parler des pompiers, on peut parler de la police. Donc, il y a aussi tous ces professionnels qui vont être indispensables au fonctionnement de la nation en dehors des côtés de santé publique. Et comme l'a rappelé Jean-François, c'est très compliqué. On a essayé de faire un petit peu la balance entre évidemment le bon fonctionnement de l'hôpital et l'impact sur les sujets les plus à risque. Et Odile, je crois que il y avait un commentaire aussi. J'ai un commentaire qui est de dire que pour que les vaccins soient efficaces, il faut au minimum 2 semaines. Et donc, je pense qu'il faut vraiment miser en priorité sur les gens qui risquent effectivement d'être hospitalisés et de présenter des formes sévères, avec un délai pour qu'ils soient protégés. Et je vais revenir peut-être sur une ou deux questions qui sont arrivées. Donc, je pense que on a la première question qui a été répondue. Les proches des professionnels de la PHP ou des professionnels libéraux peuvent-ils être vaccinés à la PHP? Être proche d'un professionnel de la PHP n'ouvre aucun droit particulier. Après, si la personne à titre individuel rentre dans les critères de priorisation des listes qu'on a évoquées, oui, mais c'est en tout cas pas au titre d'un droit d'un proche d'un professionnel de la PHP. Comment définit-on les professionnels de santé hors APHP que l'on peut vacciner? Exactement comme on définit les professionnels de l'APHP, sur les bases des critères proposés et des critères de priorisation. Et vous savez que la liste des professionnels de santé est large et a été aussi évoquée par le ministère de la Santé. Tous les malades de la PHP peuvent-ils être vaccinés? Tous ceux qui seront dans les critères pourront être vaccinés. Tous ceux qui sont dans les publics prioritaires pourront être vaccinés. Et le sujet est la date à laquelle. Et donc, cette vaccination va être échelonnée. Mais tous les patients qui devront être vaccinés selon les critères pourront l'être à la PHP au fur et à mesure que de l'approvisionnement en doses de vaccins. Et parmi les patients qui entrent dans les critères de priorité, comment doit-on choisir se vacciner en premier et ceux qui le seront plus tard? J'aurais presque envie de poser la question et puis on arrêtera là-dessus à Jean-François, parce que là, on est sur une… Eh bien, là encore, je pense que c'est vraiment la collégialité qui va permettre de trancher. Bien évidemment, dans tout public dit prioritaire, il faudra qu'on essaie qu'on discute entre nous au moment d'effectuer ces choix, de savoir dans le public prioritaire lequel est entre guillemets le plus prioritaire. Il est probable quand même que les niveaux de facteurs de risque ne soient pas absolument équivalents entre les gens. Et donc, bien évidemment, moi, en tant qu'interniste, j'aurais envie de vacciner les patients lupiques. Il est quand même probable que ça ne soit pas eux les plus à risque et qu'il va mieux privilégier les greffés, les dialysés, les patients en chimiothérapie. Et là-dedans, effectivement, il y a des arbitrages, mais il faut qu'on fasse des arbitrages vraiment le plus collégialement possible. Et en tout cas, il ne faut pas que ce soit, à mon sens, une éthique individuelle de service que de prioriser la file active, ce serait une erreur. Merci beaucoup. Donc, en complément, effectivement, c'est le rôle notamment qui est dévolu au sein des comités de pilotage de la vaccination, au sein des GH, de façon justement à discuter collégialement de ces sujets pour ces prises de décision collégiales et avec des comptes rendus finalement de ces décisions qui permettent d'assurer aussi la transparence, qui sont encore une fois les deux piliers de la démarche. Est-ce que vous me permettez une dernière question? Une toute dernière. Oui, j'ai bien compris que la deuxième dose était annoncée comme sécurisée. En même temps, on voit bien que la situation sur une semaine donnée n'est pas du tout celle qu'on envisageait la semaine précédente. Donc, qu'est-ce qui se passerait si la PHP était amenée à devoir choisir
entre une première vaccination programmée et une deuxième vaccination programmée, ce qui aussi est un choix éthique sans doute. J'aurais tendance à donner la parole à Jean-Daniel Lelève qui va nous parler un petit peu de ce qui est en cours en termes de discussion autour de justement de la date de cette deuxième dose. Et je pense que pour répondre, on essaierait justement de faire le travail qui est en cours par le comité de l'HAS sur quel est le bon timing et la situation qu'il faut appliquer. Jean-Daniel, sans divulguer des choses. Et voilà, je ne vais absolument pas divulguer. C'est une vraie question, c'est une vraie interrogation à l'époque, à un moment où il manque des doses. Jean-François a parfaitement répondu. Pour répondre à cette question, je ne peux pas à l'heure actuelle parce que je n'ai pas tous les éléments. C'est vraiment une décision qui est collégiale, qui implique de mettre plusieurs acteurs autour de la table. Et la question que vous posez, en gros, c'est est-ce qu'on peut décaler la deuxième dose, jusqu'à quand on peut décaler. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Tout ceci est en cours de discussion. L'ANSM a dit qu'on peut aller jusqu'à 6 semaines, mais n'a pas rendu de décision finale. C'est une question complexe qui est en cours de discussion. On va avoir une discussion collégiale. On a des discussions collégiales et on va essayer d'y répondre très rapidement. Merci. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants d'avoir participé à ce troisième live et merci à toutes les personnes qui ont assisté et bien, nous vous souhaitons une bonne après-midi, un petit mot de directeur. Merci beaucoup. L'intérêt de ce live, c'est qu'il y a du post-live et donc tous ceux qui participent peuvent pousser d'autres à pouvoir s'y brancher ou bien ce qu'ils en ont retenu, le partager avec leurs collègues. C'est la meilleure manière de faire de la collégialité démocratique et élargie. Merci beaucoup. Bonne journée.